D'un côté, les manifestants en colère, face à eux, des policiers qui tirent à balles réelles. Au Burundi, ces scènes sont désormais quotidiennes depuis le 26 avril, c'est-à-dire au lendemain de l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de sa volonté de briguer un troisième mandat lors du prochain scrutin présidentiel du 26 juin 2015. Ces échauffourées ont déjà provoqué la mort d'une quinzaine de personnes selon la Croix-Rouge locale. Et les critiques fusent de la part de l'ONU, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Bref, toute la communauté internationale réclame le retour au calme et la fin de la répression. Selon ses opposants, Pierre Nkurunziza n'entend pas la voix du peuple et viole la lettre de la Constitution qui lui interdirait de briguer un troisième mandat présidentiel. Nous sommes dans un chaos où certains jouent avec la loi et d'autres donc se basent sur la loi pour malmener tout un peuple. Et c'est un chaos d'autant plus que le peuple a déjà dit ce qu'il veut et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui ait déjà gagné contre un peuple. Je pense que le président Nkurunziza hypothèque totalement aujourd'hui le processus de paix d'abord et le processus démocratique qu'on vient de traverser pendant 10 ans. Je pense que c'est la même maladie qu'ont eu certains présidents africains, vouloir s'asseoir sur le trône et ne pas vouloir en bouger, n'écouter des gens qui ne veulent plus écouter personne. Je pense que nous ne sommes pas en pré-crise, nous sommes en crise. On a des problèmes de distribution d'armes, on a des problèmes de milices. Je pense que le Burundi vit des temps graves. Depuis 10 ans, on n'avait pas vécu une crise aussi grave. Et pour un seul individu, je pense que c'est quand même cher payé. Mais pourquoi et comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, il faut remonter en arrière, revoir l'histoire de ce pays et tenter de comprendre les raisons de cette colère du peuple face à un président, ancien rebelle et libérateur, qui aujourd'hui est accusé de s'être transformé en dictateur par ses adversaires. Retour en 2015. Après une décennie de guerre civile, de 1993 à 2002, la signature de l'accord de paix d'Arusha et une transition de 3 ans, le Burundi a organisé une série de premières élections démocratiques post-crise allant de février à août 2005. Ces élections ont été reconnues comme exemplaires par les observateurs internationaux. L'ex-rebelle Pierre Nkurunziza est élu non pas au suffrage universel, mais lors d'un scrutin indirect par l'Assemblée constituante. On le voit sur ces images lors de sa prise de fonction. Mana mushobora byose twanje gushimira ku gikorwa gihambaye gikoretse bikano kanya byerekana neza yuko isezerano bari baradusezeraniye urishikije kuri uno munsi. Abakozi b'Imana ndabashimiye cyane. Iri banga rikoretse hano hantu twashaka kubamenyesha yuko guhera umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 byari bimaze kumenyekana. C'est quelqu'un vraiment qui n'a pas peur d'affronter la mort, donc c'est quelqu'un qui peut se battre pour les autres. Que le vent qui souffle aujourd'hui, que cet esprit, cette aspiration au changement va être dominant et que ce qui s'est passé en 1993 ne puisse plus se passer. Et je pense en tous les cas que la majorité des Burundais et qui aspirent au changement qui a accompagné les efforts des acteurs politiques de toute tendance, eh bien cette majorité comprendra qu'elle doit elle aussi être vigilante pour que les nouvelles institutions mises en place
ne soit pas renversé. Voici d'ailleurs le portrait assez flatteur que faisait de lui à l'époque la télévision publique dans un portrait produit par le service d'information des Nations Unies. Pierre Nkurunziza, le nouveau président du Burundi, n'est pas comme les autres que ce pays a connus. Il n'a pas du tout l'intention d'adopter la panoplie ad hoc, costume, cravate, qui a caractérisé surtout ses prédécesseurs. Pas plus qu'il envisage de cesser de jouer au foot avec les copains d'antan et de consacrer de larges plages de son temps à la prière. Du sport, le talent tous azimuts, il n'en manque pas. Né le 18 décembre 1964 à Bouye de la province de Ngozi au nord du Burundi, Pierre Nkurunziza est un bon papa qui prend son temps pour donner une initiation sportive à ses 3 fils et aux autres enfants qu'il a adoptés. Apparemment, celui que son entourage appelle Pita n'a pas conquis le pouvoir pour se couler dans le moule de l'élite traditionnelle burundaise. Au contraire, doté d'une humilité extraordinaire, sa propre histoire l'a amené au pouvoir avec un désir profond de rupture. Son maître mot reste le changement de mentalité dans ce pays. Moi, j'aime donc un travail bien fait et je m'engage à une chose et je tiens absolument à le réussir. C'est ça, donc je n'aime pas l'échec dans toute mon entreprise. Élevé dans une famille assez aisée où le père était député et la mère aide-soignante, Pierre Nkurunziza est en effet un orphelin de 1972 car son papa a été tué lors des massacres interethniques qui ont secoué le pays. En 1986, à la sortie du lycée, le jeune Nkurunziza ambitionne de devenir un officier ou économiste. Mais on lui refuse l'accès à ces 2 filières à cause de l'exclusion. Il se lance alors dans des études de sport avant de devenir professeur en 1991 au lycée de Muramvya et à l'université du Burundi. Pierre Nkurunziza ne regrette pas aujourd'hui de n'avoir pas embrassé l'économie. Je suis content de ce que je suis maintenant. L'essentiel, c'est que Dieu me fait arriver à un stade où même si j'aurais passé ailleurs, je ne saurais pas être ici. Ce président, poussé dans la rébellion par les massacres interethniques qui se sont déroulés à l'université du Burundi en 1995, où son frère, qui lui ressemblait tellement, a été tué à sa place, affirme avoir de l'estime pour l'emblématique Nelson Mandela. Moi, j'aime beaucoup le président Mandela. Et c'est quelqu'un qui a mené donc une lutte constante. Il n'a pas changé du début à la fin. Et il a passé dans des difficultés. Et par après, il a montré à la population sud-africaine que tout est possible. L'homme change et les pays changent. Voilà maintenant. Et quand il est sorti de la prison, on croyait que c'était la catastrophe. Mais au contraire, ils ont remarqué qu'en lui, finalement, c'était le salut pour le peuple. Caché dans les collines de Nyambouye, dans la région de Bujumbura rurale, Pierre Nkurunziza s'engage dans la rébellion. En novembre 1995, il est gravement blessé à la jambe par un éclat d'obus. Ses compagnons le laissent pratiquement pour mort et il survit pendant 4 mois dans des marécages. C'est de cette époque que date sa véritable conversion. Je prie tout le soir, tous les matins. Et on a donc une journée spéciale de jeûne. Je fais donc le jeudi, c'est une journée qui est destinée à la prière et plus jeûne. Progressivement, Pierre Nkurunziza gravit tous les échelons de la rébellion jusqu'à en être désigné le patron en octobre 2001. En 2003, le CNDD-FDD signe la paix avec le gouvernement de Bujumbura. Alors qu'on l'attendait à l'aéroport international de Bujumbura,
c'est à pied et à vélo depuis les collines de Gitega qu'il rentra au pays pour occuper le poste de ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État. imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe Nkurunziza Petero umukuru w'igihugu c'u Burundi. En 2010, une deuxième série d'élections ont été tenues dans un climat de tension décrié par l'opinion nationale, mais elles ont été validées par la communauté internationale. Ces élections ont débouché sur une situation d'insécurité, surtout envers les partis de l'opposition qui se sont retirés du processus électoral. Certains leaders de ces partis ont repris le chemin de l'exil, s'estimant menacés par le régime en place. Il a quitté la rébellion pour aller au pouvoir directement sans avoir cet esprit des accords d'Arusha. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est une surprise pour ceux qui ne le connaissaient pas. La paix qu'on a eue, c'est le peuple burundais a toujours été uni, le peuple burundais était fatigué et ils étaient contents qu'il n'y ait plus de coups de feu. Alors aujourd'hui, ils ont vu le vrai visage de Nkurunziza et le peuple s'est révolté. Alors dire que le président Nkurunziza a pris un virage à gauche, non, il n'a jamais changé, il a été ainsi, seulement il ne pouvait pas faire autrement dès le départ. 5 ans plus tard, nous voici donc en 2015 et le pays s'apprête à entamer une longue séquence électorale allant des élections législatives et locales le 26 mai jusqu'à l'élection des sénateurs le 24 août, en passant par le premier tour de la présidentielle au mois de juin. Pour les contestataires, la candidature de Pierre Nkurunziza, élu 2 fois en 2005 et 2010, et désigné candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle, serait inconstitutionnel et contraire à l'accord d'Arusha, cet accord qui limite à 2 les mandats présidentiels. Au contraire, le camp présidentiel juge la démarche parfaitement légale et il a même obtenu l'aval de la Cour constitutionnelle ce mercredi 6 mai, une décision controversée puisque seuls 6 des 7 juges de la Haute Cour ont pris part au vote, car entre-temps, le vice-président a fui le Burundi le lundi 4 mai après avoir dénoncé être victime d'énormes pressions et même de menaces de mort de la part du camp présidentiel. Bref, un climat tendu, délétère, qui aujourd'hui pousse de nombreux Burundais à se lever. La résistance, c'est celle-là, elle est dans la rue. La remarque majeure qu'il faut faire sur ces manifestations, c'est que c'est les Hutus et les Tutsis qui sont solidaires et ensemble. C'est des gens qui disent non, qui veulent le respect de leur constitution, le respect de la notion de 2 mandats qui sont dans les accords d'Arusha, hérités de Nelson Mandela, et dans la Constitution. Teddy Mazina est un journaliste, photographe burundais qui vient de publier un livre de photos illustrant à sa manière l'histoire politique et sociale des 15 dernières années du pays. Un ouvrage qu'il a intitulé « Des tambours sous l'oreille d'un sourd ». Un titre qui sonne comme une accusation en bonne et due forme du président Nkurunziza. On a cherché ce titre avec l'éditeur, on a échangé, on a discuté sur plusieurs titres. Et les tambours correspondaient un peu au Burundi. Et les sourds, on en a pour le moment, vu la situation, je pense qu'il y a beaucoup de sourds. Et voilà, comme c'est un travail presque de cri d'alarme ou d'appel à la réflexion sur la vie politique et sociale de mon pays, on a trouvé que c'était l'idéal. C'était une urgence pour moi de capter, de stocker les événements au quotidien. Que ce soit les joies, les peines, les erreurs, les victoires, si vous voulez, pour que demain on puisse s'y référer pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est une contribution à la vie démocratique de mon pays. En fin de parcours, à la sortie de ce livre, sur lequel je travaille depuis 2 ans, je dirais, on se rend compte je me rends compte que ce qu'il y a dans mon livre correspond à ce qui se passe maintenant, à l'actualité préélectorale du Burundi. En 200 clichés pris sur le vif, Teddy Mazina offre un témoignage poignant du Burundi. Un témoignage certes personnel, mais qui se veut à portée universelle pour enseigner aux jeunes générations l'esprit de résistance. La résistance, elle est dans la solidarité. Aujourd'hui, les Hutus cachent les Tutsis cachent les Hutus. Les Hutus vont se cacher chez les Tutsis quand ils sont chassés par le pouvoir ou par la police, etc. Donc la résistance, elle est là. Le chaos, chez nous, c'est quand les gens se tuent à la machette et se courent après. Après, le pouvoir pourrait ou a déjà voulu instrumentaliser et en faire
vouloir se rendre légitime par le fait qu'il représenterait peut-être l'idée d'un pouvoir hutu. C'est des choses qui sont dites et avérées. Il a créé aussi une milice qui est armée aujourd'hui, mais je pense que aujourd'hui, les gens qui veulent la guerre sont en minorité et que Nkurunziza ne pourra pas renverser le pays dans un chaos ou dans une guerre civile. Dans les années 93, dans les années 2005 aussi, c'était grave parce qu'on a organisé les élections en 2005 au moment où il y avait un autre mouvement qui continuait à dire que les élections ne vont pas se tenir. Même en 2010, il y avait quelques aussi résistances pour aller au processus électoral, mais nous vous disons que chaque chose a son début et a sa fin. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce n'est pas comparé avec ce qu'on a vécu dans les années 93 ou en 2005. Nous disons que la situation est facilement maîtrisable. On n'est pas ici pour parler de la politique, mais plutôt pour voir la situation des journalistes au Burundi actuellement. Comme vous le savez certainement, ça fait plus d'une semaine que la crise a commencé au Burundi, suite à l'annonce de la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza à sa propre succession. Cette annonce a provoqué des manifestations menées par ceux qui disent qu'il est allé à l'encontre de la Constitution et de l'accord de paix d'Arusha. Et suite à ces manifestations, les médias sont devenus, ou depuis le début de ces manifestations, les médias sont dans le collimateur du régime. Aujourd'hui, au cœur de cette résistance, se trouve la presse, une des premières victimes de la répression du régime burundais. Voilà pourquoi plusieurs associations telles que Reporters sans frontières, l'Institut Panos ou la Fédération internationale des journalistes ont organisé récemment une conférence de presse à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Objectif, sensibiliser l'opinion européenne et mondiale sur les événements du Burundi. Aujourd'hui, on a tenté de rassembler des médias qui traitent des questions liées à l'Afrique et notamment à l'Afrique des Grands Lacs pour envoyer un message fort que ce qui est en train de se passer au Burundi aujourd'hui, la censure des médias, la fermeture forcée de médias très importants n'est pas acceptable et surtout dans le cadre du jeu démocratique qui est supposé avoir lieu et se tenir dans les semaines et les mois à venir. Donc le but c'était vraiment de sensibiliser l'opinion publique, alors à Bruxelles évidemment, capitale européenne, pour envoyer un message fort au niveau de l'Union européenne qui est très impliquée dans le processus de soutien aux élections au Burundi et aux différents gouvernements que la liberté de l'information est non seulement garantie par la constitution burundaise mais également un droit du public burundais et qu'elle ne peut être impunément bafouée au nom d'intérêts politiques qui laissent douter sur les inspirations démocratiques du régime. Suite à l'annonce de la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza à sa propre succession, et les manifestations qui ont donné justement une opportunité aux médias de couvrir ces événements et au cours desquels on a vu des réactions très violentes à l'encontre des médias indépendants. Les organes de presse ont été fermés, forcés de fermer. La radio la plus populaire au Burundi, Radio Publique Africaine, a été fermée et interdite de diffusion en dehors de la capitale. Même cas pour les autres radios comme Bonesha et Isanganiro. Et les journalistes individuellement ont été pris pour cible, ont été agressés à leur lieu de travail, à leur domicile et même dans les rues. Et donc c'est une situation qui nous préoccupe, notamment deux cas que je voulais souligner et que je vais souligner ce matin. Le cas d'Alexandre Nyungeko, qui est donc le président de l'Union burundaise des journalistes, et de Robert Bob Rugurika, patron de EPA. Ces deux personnes, d'après les informations que nous possédons, sont recherchées par des escadrons de la mort qui veulent les éliminer physiquement. Eh bien, en réunissant effectivement ces différents acteurs des médias, aussi bien le Reporters sans frontières que la Fédération internationale des journalistes, que Panos, que aussi Vita, on a voulu effectivement à travers ça alerter l'opinion publique européenne de ce qui se passe actuellement au niveau des médias au Burundi. La liberté d'expression est gravement menacée. Les journalistes sont effectivement menacés physiquement, moralement. Les médias sont fermés, certains médias sont fermés. Donc il y a vraiment une grave atteinte à la liberté d'expression. Et en mobilisant effectivement ces acteurs-ci en Europe et en mobilisant les médias européens, on voulait effectivement alerter l'opinion publique européenne
de la grave situation qui porte atteinte aujourd'hui aux médias burundais et par conséquent également aux citoyens burundais qui, dans la plupart, n'ont plus accès à une information indépendante. C'est le souhait que l'on formule, c'est qu'à travers les médias européens, ceux-ci alertent également leurs gouvernements respectifs, que les citoyens européens soient également mobilisés par rapport à la crise actuelle au Burundi. Je pense que c'est le but d'une rencontre comme celle-ci, c'est de faire pression sur les gouvernements européens afin que ceux-ci puissent à leur tour faire pression sur le gouvernement de Nkurunziza. Sur place, on a donc l'impression que l'histoire se répète. Des milliers de réfugiés ont fui les violences vers les pays voisins, comme il y a 20 ans. Mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire, c'est-à-dire la guerre civile. Et pour ça, ne laissons pas les Burundais seuls à leur sort. Nous sommes tous concernés. Moi, j'aime beaucoup le président Mandela. Et c'est quelqu'un qui a mené donc une lutte constante. Il n'a pas changé du début à la fin. Et il a passé dans des difficultés. Et par après, il a montré à la population sud-africaine que tout est possible. L'homme change et les pays changent. Voilà maintenant. Et quand il est sorti de la prison, on croyait que c'était la catastrophe. Mais au contraire, ils ont remarqué qu'en lui, finalement, c'était le salut pour le peuple.